comme Ouais, ça. Bah, voilà. nickel, voilà, super. Donc merci d'être avec nous, Didier. Avec plaisir. Alors je le disais, vous êtes président et cofondateur de l'enseigne Day by Day. Day by Day, c'est 48 points de vente Oui, 48 points de vente pour l'instant. pour l'instant. Et il y en a eu deux, je crois, récemment qui ont ouvert. Oui, on a ouvert dans le dernier mois Mantes-la-Jolie et puis Croix, qui est la banlieue immédiate de Lille. D'accord. Donc ouais, l'enseigne se développe bien. Le chiffre d'affaires du réseau maintenant, aujourd'hui, c'est à peu près? Si on met en cumulé, on est sur une vingtaine de millions. D'accord, ok. Et donc, comme je le disais, c'est une enseigne de vente de produits en vrac, Exclusivement. exclusivement vrac. Il y a combien de références aujourd'hui disponibles dans les magasins Day by Day? Entre 900 et 1000 selon les magasins. 900 à 1000 références? Oui, on est sur des toutes petites surfaces, hein, c'est 50-55 mètres carrés. Non, mais donc, c'est beaucoup, 900 à 1000 références en vrac. C'est pas mal, ouais. Il y a du sec, il y a du liquide, Sec, liquide, oui. Épicerie et DPH. épicerie, DPH. Il y a du frais, Non. il n'y a pas de frais. Non. C'est compliqué le frais en vrac. C'est pas que c'est compliqué, c'est aussi que c'était pas l'urgence dans la mesure où le frais en vrac est disponible à peu près partout. Ça s'appelle un primeur, un charcutier, un boucher, un C'est vrai, crémier. c'est juste. Voilà, et que c'est du vrac. Oui, oui, c'est Et puis vrai. qu'avec les dernières évolutions, notamment avec la démarche de Carrefour datant d'il y a 15 jours, qui enfin, un grand distributeur qui dit j'accepte les emballages, en l'occurrence utiles et conditionnements réutilisables de mes clients dans mes stands trad, il y a quand même de grandes chances que les indépendants trad s'y mettent aussi. Donc globalement, cette démarche va se généraliser. Donc sur cette fonction pure de réutilisation de l'emballage, il n'y avait pas énormément d'apport à faire sur le frais. Il y avait juste une décision à prendre à un moment donné. Sur le sec, c'est différent. Il n'y avait plus d'offres, Oui. véritablement. Donc il n'y avait plus d'alternative. Bon, super. Alors vous allez donc nous montrer que vrac et digital, paradoxe ou complicité, eh ben, vous allez nous expliquer que c'est peut-être pas si simple que ça, en tout cas pas ce qu'on pourrait croire. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors on va reprendre, si vous le voulez bien, en quelques mots, très rapidement ce qu'est notre métier. Donc nous, on met en place une solution retail vrac, c'est-à-dire à la rencontre des consommateurs dans les magasins dédiés. Pourquoi ? Je reprends un peu ce qui a été dit par Fabrice Pelpier tout à l'heure. Finalement, l'emballage, il a une vraie fonction, hein. Il a aussi une fonction de préservation du produit, anti-gaspi notamment. Ben oui, parce que la problématique de fond, ça reste le gaspillage, et le gaspillage alimentaire en particulier. On a beaucoup vu les emballages dans les océans ces derniers temps. Allez, on va faire deux chiffres super rapides. Dans le monde, 240 kilos par seconde à peu près d'emballages qui vont à la mer. Pendant cette même seconde, 41 tonnes et demie de gaspillage alimentaire. Voilà, vous faites un calcul rapide, vous faites un ratio, vous savez compter. Donc la problématique de fond, je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est pas l'emballage. L'emballage est une conséquence de cette problématique, mais c'est bien le gaspillage. Et donc il y a une démarche qui est assez simple finalement quand on ne veut pas gaspiller, bah, c'est d'acheter la bonne quantité. Nous, on a un petit truc chez nous, un petit gimmick assez facile, qui est assez étonnant pour des commerçants. On dit à nos clients, pour pas acheter, il ne faut pas acheter. C'est juste pas plus dur que ça, un enfant de 4 ans peut comprendre. J'achète ce que je vais consommer et uniquement ce que je vais consommer. Encore faut-il que je puisse en disposer dans la quantité que je vais consommer. Et c'est ça qui était inexistant sur le marché pour l'épicerie et pour la droguerie et l'hygiène en particulier, où ça avait, on va dire pas totalement, mais globalement disparu. Donc nous, on s'est attaché à monter un système économique assez simple, mais complet, tout un modèle, tout un ensemble qui permet de mettre en place des boutiques 50-55 mètres carrés pour l'instant. Elles sont en train de grandir un petit peu avec l'offre, mais qui vous approvisionnent sur l'essentiel des familles de produits qu'on peut mettre en vrac aujourd'hui. On a encore un peu de travail à faire sur certains points pour y arriver. Par exemple, il n'y a pas de lait, tout bêtement, hein. C'est encore quelque chose d'un petit peu complexe. Mais il y a tout le reste, et vous le voyez, c'est assez simple. On prend la juste dose dans un bocal, dans un contenant. Tout ça est une opération très traditionnelle après tout. J'ai une petite pelle, j'ai un petit verseur, je mets dessous mon contenant que j'ai amené ou celui qu'on met à ma disposition et je prends la juste dose. Alors c'est des opérations super manuelles de bout en bout, hein. C'est pas très très compliqué. Pour que quelqu'un puisse acheter en vrac, bah, ça arrive dans un contenant, en général d'une assez grande quantité, plutôt en craft ou en carton. Ce contenant va être versé manuellement par mon camarade épicier dans un contenant plus transparent, plus durable, qui lui sera entretenu dans la durée. Mais là, on est toujours dans l'opération super manuelle, super traditionnelle, dans laquelle on peut se dire que toute intervention de la techno est superfétatoire. Elle n'a pas grand-chose à faire ici. Parce que ma cliente va elle-même la verser dans ses contenants qu'elle va gentiment ramener chez elle.
Alors tout ça, c'est vachement bien, c'est gentil, parce que ça tourne autour de ce qu'a dit Fabrice Pelletier tout à l'heure, le produit, le produit, le produit, le produit. Et dans le couple contenant-contenu, ben nous, on a fait un truc assez simple, on s'est débarrassé du contenant en le circularisant au maximum pour ne garder plus que le rapport au contenu et le rapport au produit. Bon, ben voilà, alors fin de l'opération du digital sur le vrac, fin de l'importance du digital sur le vrac. Sauf que ça c'est bien si je suis en 1872. Mais mon consommateur d'aujourd'hui, ce n'est pas le consommateur de 1872 et il a des attentes qui sont un poil différentes de ça. Et si je veux satisfaire ma petite mimine qui est dans le coin là-bas et qui a quand même quelques exigences, il va falloir que j'aille un tout petit peu plus loin et que je lui apporte ce que depuis longtemps elle est habituée à trouver au travers de la structuration progressive qu'on a faite des produits dans la consommation. Et d'abord, elle va rechercher un certain nombre d'éléments de confiance. Vous savez, confiance, commerce, c'est le même mot, hein, c'est pas dissociable. Quand on dit l'un, on dit l'autre. Vous enlevez la confiance, vous enlevez le commerce. Parce que si vous enlevez la confiance et que vous faites une transaction, ça s'appelle plus du commerce, mais une escroquerie. C'est un autre vocabulaire. Donc, elle va chercher des éléments de confiance, et le premier élément de confiance qu'elle va chercher, c'est l'ensemble des structures de traçabilité. Alors, ce n'est pas seulement un élément légal, la traçabilité, hein. C'est une demande de l'ensemble de nos clients au quotidien. Et qu'est-ce qu'on va mettre quand même pour être un peu plus complet dans cette logique de traçabilité? On va mettre à l'intérieur tout ce qui fait l'origine du produit, qui l'a fabriqué, d'où il vient, quelle est son histoire, comment il a été fait. Pas seulement son numéro de lot et son éventuel DDM. Ce n'est pas que ça la traçabilité. C'est l'ensemble du parcours que le produit peut avoir effectué. Et ça, aujourd'hui, n'importe lequel de mes clients le demande pour n'importe lequel de mes produits. C'est une demande constante. Là, dans le cadre des opérations purement manuelles et pas automatisées, ça devient un poil complexe. Deuxième élément de confiance qui peut être donné, évidemment, et demandé par mes clients, c'est tout ce qui va composer le produit, les ingrédients. Alors, je discutais ce matin avec une jeune dame qui est passée nous voir derrière sur le stand, qui était manifestement nutritionniste et qui avait un intérêt important, qui portait un intérêt important sur les éléments qu'on pouvait donner au-delà de la simple composition aux clients. Ben ouais, parce que c'est pas ce que demandent les clients aujourd'hui, la composition. Bien sûr que c'est quelque chose qui est demandé, c'est un présupposé, mais ils nous demandent aussi les valeurs nutritionnelles. Puis là, pour un certain nombre d'entre vous qui ont fait les études qui vont avec, ils sont en train de demander le Nutri-Score. Bon, sauf que vous avez vu tout à l'heure sur ma logique du vrac, le produit, le produit, le produit. Je vois le produit, je touche le produit, je prends le produit et je ne veux que le produit. Et donc, je n'ai pas de place pour mettre tout ça parce que je n'ai pas l'emballage pour faire tout ça. Je n'ai pas le packaging qui permet de faire tout ça. Mais ce n'est pas les seules demandes. Les demandes qu'il va y avoir derrière de mes consommateurs et qui sont importantes, qui sont presque même démesurées, c'est d'avoir un certain nombre de repères. Et là, on va trouver deux grandes catégories de repères. Des repères associés à l'usage du produit. Je veux savoir ce que je peux faire avec ce produit. Qu'est-ce que vous faites, mesdames, messieurs, avec une farine de riz? Qu'est-ce que vous faites avec ce merveilleux produit qu'on vient de lancer, qui s'appelle Tadam, qui est une préparation pâtissière à base de pain récupéré dans les industries, rebroyé, recyclé, mélangé à de la farine, des ingrédients, et avec lequel on va faire ces cookies. Mais pas que. Qu'est-ce que vous faites avec ce truc tout jaune bizarre posé dans un contenant sur lequel il n'y a pas forcément grand-chose de marqué? Ben, quand j'ai un joli paquet, je peux emmener toute cette information. Quand je n'ai pas le joli paquet, ça devient extrêmement difficile et je perds, à un moment ou à un autre, l'essentiel de ce qui va faire la demande de mon client dans ces cas-là. Et puis j'ai aussi besoin d'avoir un certain nombre de rassurances importants, de repères là aussi, sur le plaisir que peut me procurer un produit quand je vais l'acheter. C'est ce que j'ai mis en bas à gauche, ça s'appelle aussi des marques. Pourquoi l'importance de la marque? La marque va donner une certaine confiance, évidemment, dans la manière dont elle a été faite, mais la marque, c'est surtout une confiance dans la pérennité du produit qu'on achète, dans le goût qui est reproduit à un moment ou à un autre. Faites manger à un enfant qui aime le Nutella autre chose que le Nutella, il vous dira que ce n'est pas du Nutella. C'est assez simple. Hein, je pense que tous les gens qui sont parents ici et qui un jour ont essayé se sont rapidement pris le bouchon du Nutella dans les dents en disant « il n'est pas bon ton truc, je l'aime pas ». Je fais une parenthèse vite fait et un peu de pub au passage. Remplacez le Nutella par la pâte à tartiner de chez Day by Day et vos enfants vont l'aimer
Et vous allez l'aimer aussi, et votre médecin va l'aimer, parce que dedans, il n'y a pas d'huile. Du tout. Donc vous allez voir, c'est très bon. Je ferme la parenthèse. C'était la minute pub. C'était la minute pub. Non, si vous avez des enfants, vous verrez, c'est un bon truc, c'est pas mal. Donc dans ces conditions-là, vous avez aussi cette nécessité à un moment donné, si vous voulez séduire le très grand public et transformer la consommation de cette consommation aujourd'hui qui produit du gaspillage vers une consommation qui ne produit ou qui ne demande que la juste quantité, vous avez besoin d'aller chercher le très grand public. Et le très grand public, on ne peut aller chercher qu'au travers d'un partenariat avec un certain nombre de marques. Cherchez du Kellogg's en vrac. Bonne chance. Cherchez du Panzani en vrac. Bonne chance. Et ça, on peut le répéter à l'infini. Mais pourquoi ? Ça me paraît assez logique. Vous avez en face de vous des grands acteurs qui ont une marque à défendre, qui ont une présence visuelle à défendre, qui ont besoin de l'impacter, ça fait d'ailleurs partie de l'estimation de leurs entreprises, mais qui ont aussi d'une sécurité alimentaire à défendre, qui ont aussi à s'assurer que le produit, quand il va être mis dans les mains du consommateur, il va être mis dans la bonne qualité, avec la bonne information, qu'il aura été bien entretenu jusqu'au bout. Que quand le consommateur va manger mes céréales Kellogg's, elles ne seront pas toutes molles, par exemple. Parce que sinon, la marque va en prendre un grand coup dans les dents. Ça va devenir extrêmement compliqué. Et là, on est heurté à une grande limite, c'est que pensez tous à ces trémies de vrac, vous pouvez voir là-bas derrière, il n'y a pas cette capacité ni à transférer directement l'information de présence de la marque, lui donner une véritable identité visuelle, une véritable présence visuelle, ni cette capacité à lui assurer que le produit il n'est pas là depuis 17 semaines, en train d'attendre patiemment que les mythes aient fini de le manger, pour pouvoir être versé à un consommateur qui n'en sera que déçu. C'est la limite du schéma traditionnel de l'opération manuelle. Sauf que mon client, il a besoin de retrouver à un moment donné ses marques. Et là, dans le schéma d'aujourd'hui, dans la structure d'aujourd'hui, on l'a relativement coincé. Puis ma cliente, ma bonne mine, elle me demande une troisième grande dimension. Elle me demande à faire ce qu'un packaging lui permet de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une continuité de l'information de bout en bout jusqu'à son placard. Et cette continuité de l'information de bout en bout, si certains d'entre vous ont déjà fait des achats dans le vrac, elle n'existe pas. Alors elle peut être partielle, nous on l'a partiellement résolue, notamment au travers d'un site internet dans lequel on va mettre l'ensemble des informations produits disponibles, qui l'a fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi les valeurs nutritionnelles, comment je peux l'utiliser. Bon, c'est super statique, c'est internet, c'est tout ce qu'on veut. Ouais, mais c'était quoi le numéro de lot ? C'était quoi la date limite, si date limite il y a ? Comment je peux savoir ça quand j'arrive chez moi et que j'ai ça dans un bocal parfaitement transparent ? Je n'ai pas cette information-là. Je n'ai pas la continuité de ma sécurisation. Et puis là, je reprends à nouveau pour mon camarade Lamarque. On va l'appeler comme ça, mon camarade Lamarque. Quand ma cliente réouvre son placard et puis qu'elle voit un bocal transparent dans lequel il y a des pâtes, elle ne sait plus que c'est des Panzani, si toutefois elle a pu trouver des Panzani. Donc la pertinence de la marque, elle, n'a pas été accompagner le client jusqu'au bout dans son placard, jusqu'à chez lui. Donc aujourd'hui, moi, on est heurté à un certain nombre de problématiques autour de ça. Simplement pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les emballages qui sont autour. Et donc, on l'a entendu tout à l'heure, même si c'est nécessaire d'avoir beaucoup d'évolutions au travers de ces emballages, beaucoup d'évolutions, à un moment donné, ils ont une véritable fonction et qui sont des fonctions parmi celles que j'ai citées tout à l'heure. Moi, en passant en vrac, je retire toutes ces fonctions, systématiquement. Donc vous en voyez immédiatement la conséquence. Si je retire toutes ces fonctions, je limite la capacité à faire muter le marché. Alors, on la limite tout en ayant, et on ne va pas se plaindre, des croissances relativement folles. Je vais vous donner quelques petits repères. On estime qu'en 2013, quand nous on s'est collé sur le sujet, le marché du vrac sec, celui qu'on adresse, donc ce qui va dans le placard pour faire simple, pas ce qui va dans le frigo. Ce qui va dans le placard, c'était un environnement de business d'environ 100 millions d'euros hors taxe, sortie caisse. On a estimé fin 2017 autour de 500 millions d'euros hors taxe, sortie caisse. Donc c'est déjà, en 4 ans, une jolie croissance. Oui, mais on l'estime à fin 2018 à 850. Et on l'espère, vu les trends actuels, à fin 2022 à 3,5 milliards. Bon, ça reste encore assez loin des 150 milliards de PGC qu'on achète chaque année. Il y a quand même un peu de marge de manœuvre entre les deux. Sauf que pour passer à 3,5 milliards dans le temps que j'ai indiqué, et pour passer potentiellement à 15 milliards dans le temps que j'ai indiqué, il va falloir inévitablement
résoudre ces différentes problématiques. Il va falloir qu'on passe d'une manière ou d'une autre. Alors Fabrice a parlé d'intelligence artificielle, qui est cette capacité de la machine à apprendre tout le temps. On va déjà essayer, nous, de travailler sur la compilation et le transport des données, et la mise à disposition et le transport des données pour les consommateurs sur tous les points de contact avec les produits. Donc on va devoir travailler avec ces sujets pour donner une meilleure information. Une information qui soit à la fois plus complète, plus qualifiée, plus utile. On va être obligé de travailler sur ce sujet pour sécuriser le produit. Je dois garantir à Kellogg's que le produit ne restera pas plus de X jours dans un bac sans avoir été vendu. Il est ouvert, je dois lui garantir cette notion-là, sinon je n'aurai pas Kellogg's. Donc je dois maintenant trouver des solutions utiles pour arriver à sécuriser tous ces éléments. Puis je dois trouver des solutions pour accompagner ma consommatrice, mon consommateur, dans l'ensemble de ces moments d'utilisation du produit jusqu'à chez elle. Et puis en parallèle, je dois trouver aussi des solutions pour accompagner mon fournisseur, la marque, dans sa relation avec le consommateur qui doit se poursuivre jusqu'à son placard. Sinon, il perd de sa valeur et il n'y viendra pas. Pour ça, je n'ai pas 50 solutions. Il va falloir à un moment donné, et c'est pour ça qu'on parlait de complicité, s'appuyer sur ces outils. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a un truc, un seul, de la gestion de données. Voilà, c'est juste de la compilation, de la gestion, de la transformation et de la restitution de données. Et ça passe bien par l'ensemble de la panoplie des outils digitaux qu'on a aujourd'hui. C'est super pragmatique. On pourrait imaginer, quand on parle de vrac et de dire on va essayer d'augmenter à travers le digital la pertinence du marché du vrac, l'appétence pour le marché du vrac, la modernisation du marché du vrac, en mettant des jolis écrans avec des jolies stories et des gens qui se promènent dans la campagne, c'est pas ça l'urgence. C'est vraiment pas ça. Ça, c'est de l'habillage, c'est de la mauvaise voie pour la digitalisation, c'est de la dépense. L'urgence, c'est être capable de garantir ces différentes informations et de faire que demain, pour n'importe quel consommateur qui veut passer au vrac, il retrouve dans ce schéma-là tous les repères, tous les éléments de confiance, toute la continuité et peut-être un peu plus que ce qu'il est capable de trouver aujourd'hui dans du produit pré-emballé en quantité prédéfinie. Alors je vous avais bien noté, j'ai dit pré-emballé en quantité prédéfinie parce que le vrac, c'est pas du non emballé. Hein, on se débarrasse juste des emballages superflus. Il ne pleut pas du riz, donc il arrive dans un sac, il est présenté dans un contenant et vous ne le ramenez pas chez vous dans votre poche. Donc à tous les étapes, c'est emballé quand même. C'est juste qu'on perd, on gagne puisqu'on circularise l'emballage, mais on perd au passage puisqu'on loupe toutes ces informations qui ne sont pas. Donc si on veut véritablement faire de ce marché un marché d'avenir qui représente pourquoi pas demain 10% de la consommation du PGC, pourquoi pas? Si on représente 10% de la consommation du PGC, on aura une influence sur les 90% pour que tout devienne plus vertueux. Ça sera suffisamment fort pour que ça change le marché. Donc il faut représenter 10% de la consommation du PGC. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que les grands acteurs s'y mettent pour arriver à ces volumétries-là. Mais on n'arrivera pas dans ces volumes-là si on ne donne pas l'ensemble des éléments qu'on peut retrouver qui sont de la sécurité, qui sont de l'information, qui sont de la garantie pour le consommateur dans les produits préemballés aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on aura notre petite mimine pour faire ça. J'ai essayé de tenir le timing, ça va? C'est parfait à la minute. Nickel. Merci beaucoup Didier. On peut l'applaudir. Alors j'ai envie de dire que c'est trop beau, vous m'avez tendu la perche. Voilà. Alors vous avez parlé de cet enjeu de la digitalisation et de ce qui permet ou ce qui permettrait ou permettra de faire pour compenser effectivement les carences qui sont liées au fait qu'il n'y a pas ce suremballage, encore une fois. Chez vous, alors chez Day by Day, est-ce que vous avez déjà trouvé quelques solutions grâce au digital pour résoudre les problèmes que vous avez soulevés? Alors oui, on a travaillé sur une partie de ces problématiques. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup travaillé en amont sur toute la partie traçabilité et ingrédients. Ça, c'est quelque chose qui est fait depuis déjà 4 ans. Alors, c'est pas encore la dimension continuité, on va la voir après. Mais déjà, l'existence de ces données et la mise à disposition au moment de l'achat, c'est quelque chose qu'on a fait il y a 4 ans en créant une base de données centralisée qui est alimentée vraiment en centrale et qui va permettre de donner tout l'étiquetage dans chacun des magasins avec l'ensemble de ces informations de manière conforme, instantanée et toujours à jour. Donc ça, c'est un premier point. Par ailleurs, on a mis en place un système de traçabilité, cette fois normative, de bout en bout, qui fait que le produit est tracé jusqu'au moment où il est mis en magasin,
ce qui permet à l'heure près, à la minute près, puisque Quentin de savoir, ce qui fait que si un client devait revenir avec un produit en disant « j'ai acheté avant-hier des cornflakes à 18h30, ils sont dégueux », je sais de quel lot ils viennent. Je sais précisément de quel lot ils viennent. Donc toute cette dimension, elle est faite. Par contre, ça s'arrête au niveau du magasin. Donc, le client, après, une fois chez lui, il perd cette info. En même temps, il se souviendra peut-être mieux de l'heure et du jour à laquelle il l'a acheté, potentiellement, ou en tout cas du créneau, que du numéro de lot que peut-être il aurait vidé s'il l'avait remis dans une jolie boîte en fer avec des céréales dessinées dessus. Alors juste, pardon, une question, je vous interromps, excusez-moi. Oui. Ça signifie que quand vous êtes dans les... Alors c'est des silos, je ne sais pas comment... Voilà, dans les silos, par exemple de céréales, vous ne mélangez pas de l'eau. Jamais. S'il y en a un qui est à moitié vide, vous ne remplissez pas pour revenir en refill. Voilà, sinon on perd... sinon on perd toute la traçabilité, ça fait partie des procédures. Tout à fait. Non, ça c'est totalement interdit. On a plusieurs modalités. On a une modalité provinciale où on demande aux magasins, et ils le font, parce que de toute façon on contrôle, donc ils le font, de laver et désinfecter les bacs à chaque fois qu'ils changent de lot de produits. Et en Ile-de-France, on a mis en place une gestion centralisée avec une usine de lavage et de désinfection des contenants. Et c'est laver et désinfecter à chaque fois que c'est vide, qu'on change de lot ou pas. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas le mettre au national pour des raisons de transport. D'accord, ok. Donc là, effectivement, c'est une garantie. Donc, alors, je vous laisse reprendre donc, sur cette constitution. Donc, toute cette partie-là, déjà, traçabilité. Après, une partie, évidemment, dans la dimension de continuité des éléments, sur les ingrédients, sur les origines, sur la composition, oui, c'est un site internet, ça se suit. Mais il faut qu'on soit capable d'aller un peu plus loin, et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Moi, ce à quoi je veux aboutir dans les mois qui viennent, il faut que ça aille maintenant assez vite, c'est que sur mon smartphone, là, je puisse automatiquement digitaliser mon ticket et qu'en rentrant chez moi, je puisse avoir sur mon appli l'intégralité de mes courses avec mes lots, avec mes dates, avec mon grammage. Pour ne pas perdre ça une fois chez moi. Voilà, et c'est là. C'est plus une information que je vais retrouver en magasin si je donne mon heure d'achat. Je l'ai chez moi. Et donc je suis capable, le cas échéant, quand bien même il y aurait un rappel produit qui passerait par la radio, imaginez un truc de dingue, des trucs qu'on n'a pas vécu depuis 100 ans, vous voyez, et ben je peux regarder tout de suite si je suis concerné ou pas et j'angoisse pas pendant 48 heures. Donc je suis rassuré tout de suite. Donc ça, c'est des processus qu'on a aujourd'hui engagés, alors qui vont être encore un tout petit peu complexes sur la partie terminale à finaliser, mais on devrait y arriver. À quel horizon à peu près, d'ici quelques mois, vous disiez ? Je pense que les premiers essais seront avant la fin de l'année et que ça devrait être totalement rodé courant 2020. Ok. Totalement. Ouais, donc c'est proche. Ouais, on est sur le bon horizon. Là où c'est un petit peu plus difficile pour nous, c'est sur la gestion de la présence, de l'information et de la présence pour la marque. Parce qu'effectivement, sur ces silos, on a une zone d'expression qui est relativement faible. Si on l'augmente trop, nos clients nous reprochent de ne plus voir les produits. Or, on l'a dit au début, ce qu'ils veulent prendre et voir, c'est les produits. Mmh. Et donc, si on casse cette relation directe au produit en rebasculant trop d'informations et en masquant, puisqu'on ne peut pas non plus démultiplier les surfaces, le mètre carré coûte cher, pour pouvoir faire passer l'information de la marque, même si sur chaque étiquette, il y a la marque. Elle est grosse comme ça n'intéresse pas Panzani d'avoir une marque grosse comme ça, et il a raison. Il faut qu'on trouve une solution alternative. Alors là, pour le coup, je suis toujours en situation de recherche. Je n'ai pas vraiment de solution à date qui puisse convenir et je ne sais pas comment faire. Je me demande si à un moment donné, je ne vais pas zapper l'étape, dans un premier temps, sur visibilité de la marque en magasin, mais peut-être essayer de la retrouver à nouveau par ces biais-là, dans la continuité du client en l'accompagnant jusqu'à son placard. C'est peut-être là que ça va se jouer. D'accord. Et alors, bon, là, c'est peut-être du commerce fiction, mais on parle beaucoup de réalité augmentée, de choses comme ça. Ouais. Alors, la marque qui apparaîtrait avec le mobile quand on scannerait le silo Bring, qui sortirait en réel. Oui, non, je m'amuse. C'est peut-être complètement de la fiction. Hein. Oui et non. Ça, techniquement, c'est pas dur. Ouais. Ça, réellement, techniquement, c'est pas dur. Aujourd'hui, par ce système, en plus de gestion centralisée des étiquettes, on a des QR codes partout. J'ai pas encore rencontré un client chez Day by Day, on a quand même quelques dizaines de milliers par semaine, qui ait scanné un QR code. Ouais. J'en ai pas vu un. D'accord. Donc, aller mettre beaucoup de moyens sur un truc qui fait très plaisir, qui fera un joli reportage à la télé, mais qui va servir à ma sœur. J'ai pas de sœur, c'est ballot. Donc à personne. C'est dommage. Ça vaut pas le coup. On va pas le faire. Bien sûr. On va pas le faire. D'accord. Donc, c'est toute la limite de ces outils-là à un moment donné. Restons pragmatiques et restons dans une vraie expérience utilisateur. Et cette difficulté de marketing, d'accompagnement de la marque jusque dans le point de vente, c'est ce qui fait aujourd'hui que les grands acteurs
traîne un peu, freine un peu pour venir dans le vrac, c'est ça la raison? C'est l'une des deux clés, c'est la première clé. Et puis à égalité, je pense, avec la sécurité de l'aliment lui-même. Il faut reconnaître que dans beaucoup d'endroits, le vrac n'est pas franchement bien traité. Il y a le mélange des lots, on ne sait pas combien de temps ça vit dans le silo. C'est lavé à peu près aussi souvent qu'un camion latino-américain. Enfin, ouais. C'est pas terrible, quoi. Ouais. C'est pas terrible. Donc ça les freine forcément. Mais vous avez mis en place des procédures que vous nous avez expliquées chez Day by Day. Ça, c'est susceptible de convaincre quand même les marques. Oui, mais alors on discute avec pas mal de marques qui sont pas loin d'y passer et pas loin de le faire. Leur seule crainte, c'est que, imaginez qu'ils le fassent pour nous. Comment demain ils disent non à Carrefour? Ils le font pour un micro-acteur et ils disent non à Carrefour. Enfin bon, il y a des procédures, il y a des arguments très, très tangibles, très concrets derrière quand même. C'est dur quand même. C'est pas un cadeau qu'ils vous font. Ouais, mais c'est un poil dur quand même. Sûrement. Bon, ok. Alors, avez-vous des questions pour Didier Onretta? Voilà, madame. Et après, voilà, mademoiselle aussi. Alors, madame ou mademoiselle et mademoiselle, pardon, hein, vous ne m'en voudrez pas, excusez-moi. Oui, alors, enfin, c'était... Voilà, bon, c'est pas grave, allez-y. On fera les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler du projet Loop qui a été lancé et enfin, quel est votre avis sur du coup, ce projet? Alors, ça, pour l'instant, je pense que c'est d'abord un projet de communication, d'abord et avant tout. Et tant mieux, parce que ça fait partie des choses qui réveillent les consciences. Donc tout ce qui peut réveiller les consciences, c'est formidable. Le projet Loop, c'est en fait l'association de TerraCycle d'un certain nombre de marques, de grandes marques nationales et de distributeurs, pour travailler sur du pré-rempli, pré-emballé, pré-dosé, à la marque, mais dans des contenants circularisés. J'achète une boîte de chocolat Milka. Cette boîte ne sera pas jetée, mais elle pourra être ramenée chez Carrefour et je peux être livrée chez moi. Je peux acheter à domicile aussi, c'est aussi de la VAD. Et elle pourra être re-rendue à la limite à mon livreur la semaine prochaine, qui pourra la remettre à Milka, qui pourra la nettoyer, qui pourra la re-remplir. À date, sur le plan du modèle économique, quand on connaît, nous, cette circularisation des contenants qu'on pratique quand même maintenant tous les jours, c'est de la com. Mais tant mieux, parce que cette com, elle cristallise un sujet, elle réveille des consciences, elle dit « Ah tiens, il faudrait peut-être se bouger un peu les fesses ». Donc tant mieux. Ça n'est que ça. Je souhaite vivement pour autant que ça ne soit pas que ça. Maintenant, ça résout une des problématiques dont je parlais tout à l'heure, qui est l'emballage, et dont Fabrice parlait beaucoup, l'emballage traité comme un déchet définitif. Là, on le résout. À quel moment c'est anti-gaspi? À quel moment j'achète la juste dose? Puisque c'est du pré-emballé, pré-dosé. Or, le vrac doit d'abord permettre d'acheter la juste dose. Vous pouvez me dire, et pardon pour la digression, que le gaspillage alimentaire, c'est le produit frais. Ben non. 34%, c'est des céréales, du pain, de l'huile, du vinaigre et du vin. Pas cuites, les céréales. Souvent dans le paquet, pas ouvert. 34% de 41,2 tonnes. Non, j'exagère. C'est pas tout à fait 34%, 41 tonnes, parce que c'est 34% de ce qu'on jette à la maison, qui lui-même représente entre 30 et 40% de ces 41 tonnes. Mais ça fait quand même beaucoup, parce que ce qu'on jette à la maison en France, c'est 8 milliards d'euros par an. 8 milliards. On a eu beaucoup de bruit pour 10 milliards il n'y a pas longtemps, mais nous, on met à la poubelle, chez nous, à la maison, pas au restaurant, pas chez Carrefour, pas chez Auchan, pas chez Leclerc. À la maison, chez ma maman, pas toute seule. 8 milliards par an. 8 milliards d'euros de Et gaspillage. un tiers, c'est des céréales, du pain, sec. du sec ou du liquide alimentaire non périssable. Oui. Le vin, oui, je veux bien croire. Un vinaigrier, c'est facile pourtant. Ouais. Un bourguignon, c'est sympa. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est tout le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des dosages, des monodoses. C'est le problème de la les dose. demi-bouteilles de vin, par exemple. Mais oui. Dans les foyers monoparentaux, c'est beaucoup plus logique que la bouteille de 75 centilitres qu'on ouvre et au bout de 3 jours, elle est plus consommable. Bien sûr. Et donc on la jette. Bien sûr, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne doit pas opposer vrac et emballage. On doit faire du vrac pour lutter contre ce gaspillage alimentaire qui va répondre à beaucoup de circonstances de la vie quotidienne, mais on doit aussi continuer fortement à travailler sur ce sujet d'emballage pour en réduire les impacts considérablement et travailler là aussi sur les autres circonstances du gaspillage alimentaire. Il n'est pas toujours, par exemple, possible en mobilité de s'équiper pour le vrac. C'est pas toujours possible. Essayez d'emmener vos dosages de bouffe, de vrac dans un aéroport, bonne chance.
vous ne passerez pas la sécurité. Comment on fait? Donc il faut bien qu'après, l'emballage qui va devenir une nécessité dans ce moment de vie particulier, on peut moins prendre l'avion, mais doit être vertueux, c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure. Donc c'est les deux, il faut marcher sur les deux jambes. Et donc Loop, pour finir sur votre question, Loop, moi je trouve que c'est formidable pour l'instant la prise de conscience. Si ça se produit, ça sera très bien, parce que ça permettra de travailler sur du circulaire, notamment dans la livraison, dans la VAD, mais ce n'est pas du vrac, parce qu'on n'a pas la quantité à la demande, et donc ça ne réduit pas le gaspillage alimentaire. Mais en tout cas, ça traite déjà un des sujets, c'est pas mal. Super, merci. Voilà, madame donc avait une question. Et donc on a bien compris que votre combat dans le vrac, ça n'était pas un combat anti-emballage, c'est un combat anti-gaspillage alimentaire. L'emballage, il est partout, il est nécessaire, il doit devenir moins nombreux, jamais superflu et vertueux. Madame, nous vous écoutons. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, petite question polémique. Vous proposez du vrac, mais pas du bio. Ça veut dire que si j'achète chez Day by Day, c'est bon pour la planète, mais ce n'est pas forcément bon pour moi. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire bon pour moi ou bon pour la planète dans ces conditions-là. Et on ne propose pas que du bio, mais on propose du bio. Pour vous donner un aperçu, on a à peu près 250 références de produits bio, ce qui est à peu près autant qu'un gros Biocop qui fait bien du vrac. Mais pourquoi ne pas être 100% bio ? Parce que si je veux être 100% bio, je ne suis pas très sûr du bio que j'achète. Et les 3/4 de ce que je dois acheter chez les fournisseurs bio français n'est pas disponible en format vracable, qui ne veulent pas y passer. Donc il va déjà falloir leur mettre un petit coup de pied aux fesses. La deuxième aspect, c'est que je vais devoir l'acheter au bout du monde, y compris en Turquie d'ailleurs, que derrière l'impact écologique, je ne suis pas très sûr qu'il soit meilleur que mes lentilles corail de Troyes, qui viennent de Troyes et qui ont un impact écologique tout aussi bon. Et que pour l'instant, moi je suis de formation scientifique, donc j'aime bien les choses un peu prouvées et probantes. Ça me plaît, je fais comme ça. Et que pour l'instant, je pense qu'il faut accompagner le bio et qu'il faut continuer à le développer, mais on va rester pragmatique. La consommation de pesticides dans l'agriculture en France augmente depuis 5 ans, mais la consommation de pesticides conventionnels en France depuis 5 ans diminue. Je vous laisse donc vous interroger sur le pourquoi du comment. 2, parce qu'il faut quand même regarder les choses en face. 2, le bio, c'est à peine 5% de la consommation en France. Je n'ai pas le temps d'attendre 90 ans de plus que ça devienne 15%. Ça fait 30 ans qu'on se préoccupe du bio, peut-être un peu plus de 30 ans, c'est 5% de la consommation. J'ai pas le temps, on n'a pas le temps. 10% des gaz à effet de serre, gaspillage alimentaire. Intensification de l'agriculture, gaspillage alimentaire. Enfin, vous pouvez y aller. Appauvrissement des populations, parce que baisse des prix. Acheter plus pour consommer pareil quand on n'a pas plus d'argent, comme dit Leclerc, c'est forcément faire baisser le prix. Faire baisser le prix, c'est intensifier la production. Faire baisser le prix, c'est changer les matières qu'on met dedans pour faire baisser le coût relatif du produit. Faire baisser le prix, c'est appauvrir le travailleur qui va derrière. C'est 3 catastrophes dramatiques, scandaleuses, mondiales, liées au gaspillage alimentaire. J'ai pas le temps d'attendre qu'on soit tous passés au bio. C'est une vocation. Et puis en plus, le bio, en général, sont des produits en valeur unitaire plus élevée, en prix. Et, oui, mais si les consommateurs ne sont pas prêts à tout acheter en bio. Ouais, après, si on s'engage, qu'on travaille bien et qu'on a des deltas légers, ils y vont. Les gens ne sont pas idiots non plus. Ils font les bons tris, ils font les bons choix. Mais par contre, moi, de voir, comme je l'ai vu vendredi soir dans un magasin spécialisé bio, du champignon de Paris, français, formidable. Chouette, pour une fois, il était français. 200 grammes, 4 €. Magasin spécialisé bio, centre-ville. Moi, sur mon petit marché à Versailles, le champignon de Paris du Val d'Oise, conventionnel, du Val d'Oise, je l'achète 3 € le kilo. À un petit commerçant. Alors on fait comme on veut, mais tout ne justifie pas tout. Oui, non, c'est clair. Bon. Maintenant, 15% d'écart, oui. Alors, une dernière question, madame, et après... on passera, on enchaînera, puisque le temps file. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'était sur l'aspect économique, justement. Oui. Je voulais vous demander comment situer les fourchettes de prix Day by Day par rapport à des produits comparables emballés. Alors, et deuxième question, pardon, c'est le profil de votre bonne mine. Il n'y a pas que bonne mine. Non, d'ailleurs, passez voir, j'ai essayé de profiler un peu les consos. Elle est sympa. Ouais. J'adore bonne mine. On aimerait bon choix, Didier. Alors, sur les prix, nous, on veut que le vrac soit vraiment accessible. C'est notre logique. Donc, sur des caractéristiques comparables.
Et vous avez volontairement utilisé le mot, et je ne parlerai pas de qualité, c'est subjectif, ça ne veut pas dire grand-chose. Sur des caractéristiques comparables, on fait des relevés de prix sur un certain nombre d'hyper, et on essaie de se positionner au même prix, voire un poil en dessous que l'équivalent préemballé. Le vrac, dans sa fonction actuelle, dans la manière dont il doit être traité aujourd'hui, devrait être plus cher que le préemballé. Parce qu'il y a énormément de main-d'œuvre, vous l'avez compris, hein, sur l'entretien du contenant. Si on le fait bien, c'est une main-d'œuvre de malade mental. Donc on devrait rajouter du coût. Mais là encore, on veut que ça convertisse, on veut que les populations y aillent. C'est contre-intuitif de dire que quand je retire l'emballage, ça coûte plus cher. Donc on fait les efforts nécessaires pour être au même prix, voire un poil moins cher. La réalité, c'est qu'on devrait être plus cher. Sauf que si on fait plus cher, fin du marché. Fin du marché, on ne va pas demander aux gens de se mettre sur la tête toutes les contraintes en même temps. Ils font un effort, ils servent eux-mêmes. Alors on a résolu le problème des contenants à disposition, tout ça, on a plein de solutions, mais ils font cet effort-là, ils reviennent en proximité, ils perdent un tout petit peu de temps, ils ne trouveront pas le lait en même temps que les biscuits, et ça va être plus cher. Fin du marché. Le profil de ma bonne mine, 3 grands groupes, je ne vais pas vous parler d'âge, tout ça. On a une vraie proportion de jeunes gens importante. On a à peu près 2 fois plus de moins de 35 ans que ce qu'il y a dans la population française. Donc ça, c'est un signe assez encourageant. Y compris d'ailleurs en province. Quand on est dans une ville moyenne, ce n'est pas que parisien. On a les mêmes profils à Brive, pour vous donner un aperçu. Après, 3 grands groupes de comportements. On a plutôt des gens qui cherchent une alternative pragmatique à leur consommation. Donc vraiment une alternative, reprendre le pouvoir sur leur consommation et essayer d'en gérer les externalités. Après, on va avoir beaucoup des curieux, plutôt des gens qui au départ commencent à rentrer en disant « Tiens, c'est rigolo, c'est nouveau, c'est machin », et eux qui rentrent vraiment par la maîtrise de la volumétrie. Les externalités, ils s'en foutent un petit peu au début, parce qu'on les voit évoluer sur quelques mois. Plus ils passent au vrac, plus ils s'intéressent aux externalités. Mais au début, c'est quand même pas leur préoccupation principale. Et puis après, on a principalement dans les grandes villes, c'est un peu moins vrai dans les provinces, des gens un peu qui sont des profils de pressés, qui sont 5-8% de nos consommateurs, des profils de pressés qui viennent picorer des morceaux d'offres, principalement des offres énergie type fruits secs ou bien très gourmandises. Super. Voilà. Didier, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et donc je vous propose de poursuivre. Oui, vous avez raison, vous pouvez l'applaudir, absolument. Et je vous propose de poursuivre avec Didier si vous avez d'autres questions à lui poser, puisqu'il sera disponible pour vous voilà, dans l'espace expert. Merci beaucoup Didier, au revoir. Alors mesdames et messieurs, on a pris un tout petit peu de retard, donc je vous propose une petite pause très courte de 2-3 minutes et on reprend ici donc à 15 au quart pour donc un deuxième run de pitch de start-up. Donc 6 start-up vont se succéder ici pour vous montrer effectivement comment pour elles, qu'est-ce que signifie cette relation entre le digital et l'alimentaire à travers donc un certain nombre de services qu'elles peuvent proposer. Alors les entreprises qui viendront se succéder, c'est Poolhouse, Mobifox, Paquito, Indispensac, Sunbox et Je File. Et donc je les invite d'ailleurs à venir me rejoindre pour qu'on puisse se mettre en place pour après pouvoir enchaîner les interventions les unes derrière les autres. Ce seront donc des pitchs de 5 minutes chrono. Voilà, donc ça sera un rythme assez soutenu comme ce matin. C'était la même séquence tout à l'heure. Voilà. Merci, à tout de suite.